Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République, Andry Rajoelina, a inauguré ce matin à Murundav deux infrastructures qui répondent aux besoins de la population. Il s'agit de la centrale solaire hybride et de l'hôpital Manara Pench. À noter que l'hôpital existant dans le district de Murundav date de 1964. Les détails avec Judika Ranjanirin sur les images de Andra Zajebe. Les habitants de Murundav attendent depuis longtemps une solution, tant pour leur santé que pour leur approvisionnement en électricité. En termes de santé, un hôpital Manara Pench a été créé ici en 2013, mais le régime a changé et il n'y a pas eu une continuité de l'État, donc les travaux ont été suspendus. L'hôpital a été détruit. L'un des engagements du président de la République, Andry Rajoelina, est la santé pour tous. Ainsi, les travaux de construction ont repris. L'hôpital est achevé et inauguré ce jour. L'hôpital, qui comprend de nombreux services, dont certains n'existaient pas ici jusqu'à maintenant, améliorera grandement le traitement des patients. Désormais, ceux qui ont besoin d'effectuer des tests n'auront plus à se tourner vers les hôpitaux privés, car l'hôpital Manara Pench dispose de laboratoires bien équipés. On y trouve également un service de chirurgie moderne. L'hôpital dispose également de 2 salles de maternité. En 3 ans, 13 districts ont bénéficié d'hôpital Manara Pench. 15 autres sont en cours de construction dans d'autres districts, notamment Ambiloubé, Manakar, Mananzaj, Farafangan, Vanganjan, Ambouch, Ampani, Bekil, Ambatunjazak, Marwantsech, Sambav, Ambouvumbe, Ambossar et Mananaravarach. Et afin d'améliorer l'utilisation des énergies propres et renouvelables, le président a inauguré aujourd'hui une centrale solaire hybride de 30 MW à Kimoun, Murundav. Lors de la cérémonie, le président a souligné que la production d'énergie propre et renouvelable doit être renforcée afin d'améliorer la gouvernance du pays. Toujours un reportage de Judika Ranjanirin et Andra Zajebe. La centrale solaire de Kimoun fonctionne actuellement et produit une partie de l'électricité qui alimente Murundav. Le lieu couvre une superficie de 6 hectares et pourra fournir jusqu'à 40% des besoins de la ville et produire de l'électricité pour les quartiers et communes environnantes dans un avenir proche. La production d'énergie solaire comme celle-ci améliore l'approvisionnement en électricité et en plus réduit la consommation de carburant. Une solution très efficace et impérative, étant donné la crise mondiale actuelle du pétrole, a déclaré le président de la République. Cette centrale de Kimoun est le fruit d'un partenariat entre la JERAMA et la société GES ou Green Energy Solutions. Selon les explications, des efforts seront effectués pour que la JERAMA ait ses propres centrales. Pour les habitants de Murundav, l'amélioration de l'approvisionnement en électricité est visible. Cela se reflète dans la réduction des coupures de courant. Afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de Murundav, les 3 routes en pavé, celle d'Avaradjouv, long de 1,900 km, et celle d'Ankassen, ainsi que la route goudronnée dans le centre-ville de Murundav, ont été achevées et inaugurées cet après-midi. Et en politique, l'association FIMAR, ou Fikambana Naptul Namiarakamni Andry Rajoelina, appelle le président de la République à se présenter à la présidentielle de 2023. Selon cette association, les changements qui ont été opérés et la réalisation des Velran, mais aussi l'instauration d'une bonne gouvernance pour le véritable développement de Madagascar devraient se poursuivre. Gérard Jamar. La confiance des partenaires financiers et des investisseurs envers Madagascar ne s'est pas faite d'elle-même, affirme aujourd'hui l'association FIMAR, ou association qui milite avec Andry Rajoelina. Il y a beaucoup de points positifs entre la transparence des investissements et la mise en place d'une bonne gouvernance, si bien que malgré les critiques quotidiennes faites par l'opposition, ces partenaires ont la conviction de poursuivre leur collaboration avec le régime actuel, a déclaré ce jour l'association FIMAR. Par conséquent, l'association FIMAR appelle à la candidature du président Andry Rajoelina pour la présidentielle de 2023.
Les changements qui ont été apportés doivent se poursuivre, a-t-elle poursuivi. L'association a noté qu'ils n'ont personne au pouvoir, leur but n'est pas politique, mais de soutenir les personnes qui mèneront réellement au développement du pays. Et le président du Sénat, Irman Narazaf Maef, a reçu mercredi dernier au palais d'Anouskeli l'ambassadeur de Suisse à Madagascar, Jasper Sarot, et l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Abhay Kumar. La Suisse et Madagascar sont liés dans de nombreux domaines, notamment l'énergie et l'environnement, si les secteurs des énergies renouvelables et des mines sont les principaux liens entre Madagascar et l'Inde. Miarvoula Sfiran. Les relations entre Madagascar et la Suisse datent de 61 ans. À cette occasion, une exposition est prévue au Sénat pour partager les connaissances sur la démocratie en Suisse et la démocratie à Madagascar. D'autres domaines des relations bilatérales ont également été abordés lors de la visite de courtoisie au président du Sénat de l'ambassadeur de Suisse à Madagascar mercredi dernier. Par ailleurs, le renforcement de la coopération entre l'État indien et l'État malagasy a été au centre d'une rencontre entre le président du Sénat et l'ambassadeur indien à Madagascar mercredi dernier. L'ambassadeur de l'Inde a déclaré que le gouvernement indien aidera le pays dans le domaine des énergies renouvelables et de l'exploitation minière. Concernant l'économie bleue, l'ambassadeur de l'Inde a exprimé sa volonté de protéger les frontières de Madagascar, étant donné que les deux pays sont des États de l'océan Indien. Dans un tout autre sujet, C'est toi le chef, une nouvelle émission produite par Viva TV invitera toutes les mères de famille qui aiment concourir et cuisiner à faire valoir leur talent. Les inscriptions sont maintenant ouvertes au Viva Arena Event et un grand prix attend la gagnante. Les détails. Le concours culinaire C'est toi le chef, organisé par Viva TV et l'émission Sabahel, débutera le 29 mai et ne se terminera que le 25 juin prochain. Les mères de famille qui aiment cuisiner sont invitées à y participer, explique le chef Rasouloir Sanfi. Les inscriptions sont ouvertes et la date limite de dépôt des candidatures est le 10 mai. Les personnes souhaitant s'inscrire à Viva Arena Event doivent apporter une photo d'identité. L'inscription est gratuite. Toujours selon les explications, Viva TV prend en charge toutes les dépenses pendant la compétition. Divers lots seront distribués aux participantes, dont un séjour au Kimoun Resort à Mourndave, un soin corps et visage chez Vero Vero et un repas à l'Urban Hotel. D'autres lots seront remis aux 12 finalistes. Et côté sport, Nicolas Dupuis a accepté de coacher l'équipe nationale de foot, les Baréas de Madagascar, en réponse à la demande de la FMF hier. Il a annoncé sur sa page Facebook que l'objectif est d'emmener cette équipe à la CAN 2023 qui se tiendra au Côte d'Ivoire. Ça est Sylvain. 15 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites. Mais surtout l'inoubliable participation de notre équipe nationale de foot, les Baréas de Madagascar, à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Une première participation qui ne s'est terminée qu'au quart de finale. Tels sont les résultats obtenus sous la houlette du sélectionneur et coach Nicolas Dupuis. L'aventure reprend quand le vice-président de la FMF a demandé à Nicolas Dupuis de revenir coacher les Baréas. Ce dernier a accepté et a déclaré qu'il fera le nécessaire pour emmener l'équipe nationale à la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Pour rappel, Nicolas Dupuis a occupé le poste de sélectionneur et de coach depuis le 10 mars 2017. Il a toujours été connu pour sa détermination, sa connexion et son amour pour Madagascar. Son mandat a été marqué par la recherche de talents et la persuasion des stars malagasy à l'étranger. Pour la suite, entre le 1er et le 14 juin, les Baréas joueront 2 matchs de la phase de poule de la 34e édition de la CAN. Madagascar est dans le groupe E, avec le Ghana, l'Angola et la République centrafricaine. 2 de chaque groupe recevront un ticket pour le tour suivant. Dans les actualités internationales, les forces russes maintiennent leur pression samedi sur les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, particulièrement autour de Kharkiv au nord-est, où elles tentent coûte que coûte d'accentuer le contrôle. France 24.
L'avis de nombreux experts ukrainiens, américains et autres, et des Ukrainiens eux-mêmes, les Russes n'arrivent pas vraiment à avancer très rapidement. Est-ce que c'est à cause de la résistance ukrainienne, comme vous l'avez dit, ou bien à cause d'une nouvelle prudence côté russe qui ne veulent pas répéter les erreurs qu'ils ont fait dans la région de Kiev et dans le nord de l'Ukraine, où ils ont subi des défaites cuisantes et où ils ont été chassés des terres qu'ils avaient occupées dans ces régions. Mais il est important de souligner aussi qu'il y a quelques semaines, les Ukrainiens espéraient pouvoir chasser les Russes du Sud aussi, des territoires dans la région de Kherson, par exemple, que les Russes avaient occupés. Les Ukrainiens n'ont pas remporté de succès là non plus. La situation reste plus ou moins figée, avec peut-être quelques villages qui changent de main de temps en temps. Mais la Russie occupe presque la totalité de la région de Kherson maintenant, pas la totalité comme elle le dit, mais presque. Donc ce n'est pas non plus un succès très impressionnant pour les Ukrainiens dans le sud. Ils tiennent la ligne dans l'est, mais la pression reste très grande et bien sûr la souffrance des civils dans toutes ces villes qui sont pillonnées par l'artillerie et aussi par les attaques aériennes russes reste énorme. Oui, mais la Russie dit qu'elle a frappé une usine de missiles, c'est ce qu'elle dit. C'est en partie vrai. Il y a eu 2 frappes, il y a eu une zone industrielle qui a été frappée. On ne sait pas si c'était vraiment une usine qui produisait des missiles. C'est un secret d'État si cette zone industrielle était réellement industrielle. Mais l'une des frappes a, d'après ce que j'ai pu constater sur place, en tout cas visé juste parce qu'il y a clairement des endommagements assez importants sur cette zone industrielle. Mais les Russes affirment avoir frappé avec une très grande précision, ce qui est clairement pas vrai parce qu'il y a une autre frappe qui a touché un immeuble résidentiel, faisant des dégâts à l'immeuble qui a été directement touché et à plusieurs autres immeubles aussi dans le quartier. Donc oui, d'un côté, ils disent vrai avoir visé, je pense, un site industriel et donc ça rentre dans le cadre de ce qu'ils ont toujours dit qu'ils continueraient de faire, à savoir viser des cibles qu'ils estiment stratégiques ou militaires à travers un peu toute l'Ukraine. Ce qui n'est pas vrai, c'est qu'ils ont fait ça avec un missile de très haute précision et avec un succès incontestable parce qu'il y a cet immeuble résidentiel et on ne voit pas de raison pourquoi l'immeuble résidentiel pourrait être considéré comme un cible stratégique ou industriel. Et en France, la nomination d'un nouveau Premier ministre va changer la donne pour Emmanuel Macron. Le président fraîchement réélu a promis un renouveau politique. France 24. Qui reste, qui sort ? L'arrivée du Conseil des ministres ce jeudi était l'occasion de faire des pronostics sur la composition du prochain gouvernement. Les membres actuels devraient en tout cas être toujours présents la semaine prochaine, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ne s'achevant officiellement que le 14 mai prochain. Pas question donc de se démobiliser dans cette dernière ligne droite. Le gouvernement est à sa tâche pour continuer à prendre les décisions nécessaires pour la protection des Français et sur tous les dossiers qui sont évidemment les dossiers d'actualité pour le gouvernement et pour le pays. La nomination d'un nouveau Premier ministre va pourtant bien changer la donne. Les spéculations vont bon train sur le ou la successeur de Jean Castex. La personnalité choisie devra donner l'impulsion voulue par Emmanuel Macron en vue des législatives du mois de juin. En attendant, le mot d'ordre reste le même depuis la victoire du président sortant dimanche dernier. Le choix qui a été celui des Français, qui est un choix historique, est un choix qui, évidemment, nous oblige et nécessite que des décisions majeures soient prises, des décisions, évidemment, sur le fond, mais aussi sur une nouvelle manière de gouverner, de faire participer les Français à la décision, de faire vivre la cité. La révolution politique promise en 2017 serait donc sur le point d'être mise en œuvre. Elle pourrait débuter pendant la première quinzaine de mai, période pendant laquelle devrait intervenir la cérémonie d'investiture présidentielle. Pour terminer, des coupures d'électricité en Inde et au Pakistan ont aggravé vendredi les conditions de vie de millions d'habitants, déjà accablés depuis plusieurs semaines par une vague de chaleur record que les experts lient au changement climatique. France 24. Cette semaine, ces épaisses fumées asphyxient les habitants aux abords de la gigantesque décharge à ciel ouvert au nord de New Delhi. Un incendie provoqué par la décomposition des déchets. En cause, les températures extrêmes qui sévissent depuis plusieurs semaines, jusqu'à 46 degrés dans la capitale indienne,
la population suffoque. Il y a tellement de problèmes à cause de cet incendie. Il est difficile de respirer. Depuis que le feu a éclaté, il n'y a eu aucun répit. Inde, Bangladesh, Pakistan, toute la sous-région est touchée par cette vague de chaleur exceptionnelle. Celle-ci a fait grimper la demande d'électricité et épuisé les stocks de charbon. Conséquence, les coupures d'électricité se sont généralisées. Jusqu'à 4 heures par jour dans la ville de Lahore au Pakistan. Ici, les habitants se baignent pour trouver un peu de fraîcheur. Il fait extrêmement chaud à la maison et nous n'avons même pas d'électricité là-bas. Alors nous venons ici pour nous baigner. Où d'autres pouvons-nous aller? Les experts indiens et pakistanais ont confirmé que les températures resteront élevées jusqu'à lundi. Le 1er ou le 2 mai, un système de vent d'ouest en provenance du Balochistan provoquera des tempêtes et des pluies dans certaines régions du Sindh. Les scientifiques l'affirment, avec le changement climatique, les épisodes de canicule vont devenir de plus en plus fréquentes, mais aussi plus sévères. C'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée Ambulance. Au revoir et je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée en notre compagnie.